après une première vidéo introductive sur les bidonvilles, nous allons voir maintenant, à travers un exemple concret, la restructuration d'un bidonville. Ce bidonville, c'est la Kebbe Delmina à Nouakchott, restructuration qui a eu lieu les 15 dernières années. Alors, il y a différents types d'irrégularités. Irrégularités foncières, je parle. 2 cas de figure. Le premier, c'est lorsque les habitants squattent des terrains qui appartiennent à l'État. Deuxième cas de figure, lorsque les habitants squattent des terrains qui appartiennent à des privés. On peut se rendre compte que le degré de précarité n'est pas tout à fait le même, et on est dans une beaucoup plus grande précarité lorsque l'on squatte des terrains qui sont privés, qui appartiennent à des gens qui peuvent les revendiquer à un moment donné, alors que lorsque l'on est sur des terrains qui appartiennent à l'État, on sait que la marge de manœuvre est un petit peu plus grande et qu'on pourra composer avec l'État et que peut-être on va régulariser la situation. L'exemple que l'on va prendre, on était sur des terrains privés, donc dans une très grande précarité, c'est-à-dire que le processus de durcification de l'habitat, qui passe d'un habitat en matériaux excessivement précaires, fait de planches et de tôles, vers un habitat qui se fait en dur, en parpaing de ciment, ce processus de durcification, qui est un néologisme, ce processus n'a pas lieu lorsque le terrain est un terrain exclusivement privé. Sur les terrains de l'État, on va voir que ce processus a lieu beaucoup plus rapidement parce que les habitants ont quasi l'assurance de n'être jamais délogés. Alors voilà, dans un tissu urbain normal, on voit très bien les zones de bidonville. Donc ça, on est en période déjà de restructuration. On voit que l'on est dans une trame ici, alors que l'on est dans un autre type de schéma plus bas. Deuxième cas de figure, comparé aussi à des quartiers précaires. Pourquoi ? Parce qu'ils sont largement sous-équipés. Donc on a effectivement un tramage, des lots, des voiries, une trame régulière, mais on a toutes les autres caractéristiques à parcelle foncière qui sont des caractéristiques d'un bidonville. Donc le manque d'infrastructures, la pauvreté, précarité de l'habitat, tous ces indicateurs qu'on a vus précédemment, on les retrouve. Le seul qu'on ne retrouve pas, c'est la question foncière, puisque l'habitant est le propriétaire de sa parcelle. Tous les autres critères, on assimile ça aussi à du bidonville. Une photo un peu plus large d'un bidonville, peu importe où il se trouve, on voit que c'est assez caractéristique d'un habitat qui s'est parsemé ou dispersé ça et là, et on est dans des situations d'un habitat relativement dense. Donc si on fait la densité, on sera plutôt à des 350-400 habitants par hectare, ce qui est relativement élevé. 2 images de ce type de densité, celle du haut dans les franges de la ville, la deuxième sur le bidonville que nous allons traiter, la Kebbe Delmina, où l'on voit qu'on a 2 types de matériaux. Premier, c'est les modules, ce sont les fûts métalliques que l'on déplie, qu'on retrouve, qui forment des modules. Et puis, on a aussi les anciennes caisses en bois du port, qui sont maintenant remplacées petit à petit par des containers, mais qui ont permis de construire passablement de baraques. Donc on a des baraques qui sont sur des modules bien précis, qui sont les fûts métalliques ou les caisses en bois. Alors entrons dans le vif du sujet avec ce bidonville à Nouakchott et faisons un état des lieux de la situation actuelle. Alors pour l'instant, avant le projet bien sûr, on était dans un volontarisme impuissant pour régler les questions des bidonvilles. Il y avait une volonté, mais qui n'était pas suffisante, et une impuissance totale face à cette situation, face à l'ampleur des bidonvilles dans la ville de Nouakchott. On se situe là en 2000-2002, et on va voir qu'il faudra 10, 12, 14 ans pour, petit à petit comme ça, faire de ce bidonville une partie de ville à part entière. Autre chose, il y avait aussi une sorte d'acceptation des pratiques informelles. Finalement, on laisse faire et on regarde ce qui se passe. Tout ce qu'on laisse faire, c'est tout ce que l'État n'a pas à gérer.
Donc la situation dans laquelle on se trouvait en 2000, c'est une situation dans laquelle on a laissé faire les questions d'informalité. Et à cette période-là également, on se trouvait dans la situation où on avait essayé de régler quelques problèmes d'habitat précaire plutôt par de la répression. Donc on avait déguerpi les gens manu militari. Le contexte de la ville, il faut savoir qu'il y avait un déficit en matière foncière, en matière d'habitat, en matière d'infrastructure et en matière de soutien à l'économie locale. Ce qu'on va essayer de faire à travers ce projet, c'est justement de permettre de sécuriser le foncier. C'est justement de permettre d'upgrader l'habitat, c'est-à-dire d'élever les normes, et on va voir aussi un renforcement des équipements et des infrastructures, ceux qui structurent véritablement l'espace, comme on l'a déjà vu, avec la mise en place en même temps d'un certain nombre d'activités qui peuvent générer des revenus. C'est peut-être la plus grande difficulté, c'est celle-là, c'est souvent un vœu pieux, mais il est extrêmement dur de développer des activités génératrices de revenus dans les quartiers les plus pauvres. Les grands principes pour une restructuration, c'est avant tout de garder un maximum les populations sur place. Ça, c'est sans doute le principe numéro 1. Ensuite, on essaie d'adapter les normes et les standards qu'on va mettre en place aux capacités financières des habitants. C'est très important. Autrement, ça veut dire que les habitants vont ensuite, après la restructuration du bidonville, se trouver dans des situations plus difficiles, plus contraignantes qu'avant. Ce qui n'est absolument pas le but du jeu, bien évidemment. Un autre principe, c'est de donner une visibilité aux interventions qui sont faites. Ce n'est pas de saupoudrer quelques interventions ici et là, mais c'est d'être systématique et surtout d'être pragmatique dans la manière de faire. Et enfin, souvent un vœu pieux, car c'est rare que ça fonctionne, mais l'idée est toujours d'utiliser les techniques IMO à haute intensité de main-d'œuvre pour faire travailler un maximum de personnes dans la restructuration. Donc on choisira, comme dans certaines villes, notamment à Porto Novo, on choisira le pavage plutôt que le bitume pour la route, puisque l'on sait que la main-d'œuvre pour faire du pavage est beaucoup plus importante que lorsque l'on bitume une rue entière. Alors, ce n'est pas toujours possible de faire du pavage en ciment, du pavage en pierre, des conditions qu'il faut respecter pour pouvoir arriver à ça, mais le but du jeu serait que tous ces programmes de réhabilitation profitent au plus grand nombre. Entrons maintenant dans le quartier, dans la Québec d'Elmina, située dans la Murata d'Elmina. Murata, une municipalité de Nouakchott. Superficie du quartier qui a été traitée était de 128 hectares. Une population estimée entre 36 et 50 000 habitants. Une densité estimée entre 280 et 390 habitants à l'hectare. Des conditions de vie précaires, bien sûr, puisque c'est le quartier qu'on va restructurer, ce qui laisse à supposer qu'il remplissait un certain nombre de critères qui faisaient de lui un bidonville, et une absence totale de structure et d'organisation interne, attention, officielle, publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des groupes d'intérêt, des tontines et ce genre de choses, comme on retrouve dans l'ensemble des quartiers. Enfin, une des caractéristiques, c'était la très forte occupation du sol par l'habitat. Les acteurs, dans un tel projet de restructuration de bidonville, on a toujours un maître d'ouvrage délégué, un financement, des études techniques, c'est-à-dire un bureau d'études qui va faire ça. On va faire un plan d'action recasement, il faut le spécialiste en plan d'action recasement, une étude d'impact social, il faut un spécialiste en étude d'impact social, un recensement de toute la population et une supervision du recensement. Alors les principaux acteurs, c'était à l'époque la mairie de Nouakchott, le commissariat aux droits de l'homme, à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion, la Banque mondiale qui finançait via le PDU, le projet de développement urbain, finançait le quartier, la restructuration du quartier, un bureau d'études Urbaplan qui a fait toutes les études techniques et un certain nombre d'experts qui sont intervenus en cours de route pour des inputs particuliers. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est le nombre des acteurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste une mairie qui mandate un bureau, mais qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont autant de partenaires avec qui il faut discuter, qu'il faut convaincre
et il faut articuler tous ces avis et tous ces partenaires pour réussir à développer un projet. Rapidement, quelques images diagnostiquent la situation. À droite, une image du quartier, déjà restructuré puisqu'on a ouvert ici les voiries. On a la présence de poteaux électriques qui montrent une présence d'électricité. Et puis ici, une image, c'est un puits avec des charretiers qui vont chercher de l'eau au puits pour aller la vendre. Donc on n'a pas ou peu de réseau de voirie interne, pas de réseau de distribution d'eau, pas de réseau d'assainissement, pas d'éclairage public, pas de service de ramassage des ordures. Très peu de salles de classe primaire et secondaire, pas de marché structuré, pas d'espace récréatif ou d'autres types d'aménagements. Donc on est vraiment dans des situations de précarité. Là, on voit les charretiers qui attendent justement autour du puits d'aller livrer ou remplir principalement leurs fûts pour ensuite aller les livrer à l'intérieur du quartier. Un exemple d'étal dans un marché non structuré. Donc on voit l'extrême pauvreté et précarité des installations de vente de produits. Même constat sur la question de l'habitat, extrême précarité. Quelques images. Donc on voit que les matériaux utilisés sont avant tout la tôle et le bois, comme nous l'avons dit précédemment. On voit ici une latrine, mais la plupart des habitations, des concessions, des groupes de baraques n'ont absolument pas de latrine, n'ont pas de clôture, n'ont pas de fondation ni de matériaux en dur. Et donc on a une omniprésence des matériaux de type bois, tôle ou, comme on le voit ici, même des tissus ou des toiles. Les principes de restructuration qui seront mis en place, c'est qu'on va créer un système de voirie, un système d'adduction en eau potable, un système d'électricité. On va construire des classes, des salles de classe, écoles primaires, écoles secondaires et petits marchés. Les principes de restructuration qui seront retenus, c'est que l'on va créer un système de voirie, un système d'adduction en eau potable, d'électricité. On va construire des salles de classe, des centres de santé. On va construire des petits marchés structurés, mettre l'éclairage public. Ça, c'est pour la partie restructuration. Ensuite, pour la partie remembrement in situ, on va devoir forcément déplacer quelques personnes dans une zone de recasement qui est juste à côté de la zone qu'on va traiter. L'intérêt ici, c'est de dire qu'on va minimiser l'impact des déplacements. Le but est de garder tout le monde sur place. Et quand ce n'est pas possible, on va les mettre juste sur les parcelles à côté, ne pas les déplacer dans des zones de recasement comme on le voit dans de nombreuses villes qui sont à des kilomètres de la zone primaire où les gens habitaient. Et ainsi, les gens qu'on va déplacer auront une sécurité foncière que n'ont toujours pas les gens qui n'ont pas été déplacés. Donc finalement, le fait de déplacer les gens va leur permettre d'avoir une parcelle avec un titre foncier. Donc voilà le périmètre ici entouré de noir du quartier qui nous intéresse. Et puis, on a cette zone-là qui deviendra la zone de recasement pour les populations. Donc on va faire un système ici de voirie, très simple, et puis tous les gens qui ne seront pas sur ces voiries resteront dans ces casiers ici. Par contre, toutes les habitations, toutes les concessions ici vont devoir migrer ensuite sur cette zone-là qui deviendra elle aussi un lotissement comme nous le verrons par la suite. Le système de voirie mis en place, on voit mieux les emprises réelles ici et on voit que toutes ces concessions devront finalement quitter petit à petit pour s'installer dans cette zone ici. Si je reprends mon emprise de voirie, il se peut que cette baraque ici appartiennent au même groupe. C'est une famille qui a une concession avec 3 baraques. Et si je suis ici sur l'emprise, celle-ci, cette partie-là devrait partir, celle-ci aussi. Finalement, c'est toutes les 3 qui vont devoir déménager puisqu'on ne va pas en laisser juste une et déménager les 2 autres sur une autre parcelle. Donc, on va devoir, l'impact n'est pas juste sur cette voirie, cette emprise de voirie, mais peut être beaucoup
plus grand, puisqu'on va chercher à gauche, à droite, à chaque fois d'autres baraques qui appartiennent aux mêmes gens qui sont, eux, sur les emprises de voirie. Certaines seront goudronnées, certaines existent. Typiquement, on a ici l'existant. Tout ça est goudronné, bien sûr. Ceci aussi et celle-là également. Ce qui a été fait dans ce cas-là, c'est que on a tenté de minimiser les impacts et de pouvoir rattacher ça au tissu urbain existant. Donc on a un certain nombre de routes qu'on a simplement prolongées ici, qui sont des voiries qui étaient quasiment existantes. Ensuite, on a subdivisé en grand casier pour retrouver les routes, et puis subdivisé en deux ces mêmes routes, à chaque fois en deux, par grande trame, avec des voies compactées, donc ce qui était envers les voies qui ne sont pas goudronnées, et les grandes voies ont été, elles, goudronnées. Réseau d'eau, on a une borne fontaine, ici, rejointe avec une autre. On a un système tertiaire qui vient sur un plus grand système ici, en boucle, qui permet d'assurer l'adduction en eau dans tous les cas et qui vient se greffer sur un plus gros système qui est un système primaire qui était déjà existant puisque l'eau partait pour le port. Donc on a un système qui existait préalablement. Électricité, la même chose. On revoit que c'est en quelque sorte la trame de la voirie, forcément. On va utiliser la voirie primaire, secondaire et tertiaire pour mettre le réseau d'éclairage public. Ça paraît logique. Pour mettre le réseau d'eau, c'est plus simple de créer sur des voiries un réseau d'eau potable plutôt que de devoir repartir à l'intérieur des quartiers. Et le plan de restructuration, c'est pour la partie où l'on ouvre les voiries. Le plan de recasement, c'est un plan de lotissement pour la zone qu'on est en train de faire. Donc tous les gens qui sont ici sur les voiries vont se retrouver dans cette zone-là où l'on a créé, on voit chaque fois des îlots avec des parcelles, et puis il y a un certain nombre d'autres types de parcelles qui sont des bancs de fontaines, des équipements, des latrines, des activités commerciales. En brun, ce qu'on voit le plus, c'est bien sûr les parcelles pour les habitations. Donc si je me trouve ici, j'aurai sans doute une parcelle quelque part ici. Voilà le plan global de restructuration. On a l'ouverture des voiries, on a nos équipements, nos bornes fontaines et transformateurs électriques. On a les plus grands équipements comme les écoles, un marché qui vient ici, un centre de santé, des écoles. On a une panoplie d'équipements et d'infrastructures à mettre en place que l'on regroupe sur un plan de synthèse qui est le plan de restructuration, avec à chaque fois, ne pas l'oublier, la légende et bien sûr le cartouche, puisque il faut des visas et ces plans doivent être à un moment donné approuvés par l'autorité en charge de la restructuration. Voilà un exemple où ceci est une route nouvelle, ceci est une ouverture de voirie, une école qui a été construite dans le quartier, et l'on voit que petit à petit, les gens se sont installés sur ces zones qui sont cette fois-ci loties avec des parcelles qui sont des parcelles rectangulaires, et puis il y a encore la présence d'un certain nombre de baraques, les gens ayant déménagé clairement leurs baraques. On voit dans la zone ici une très grande différence avec ce qu'on trouvait avant, qui est la zone qui était celle véritablement du bidonville. Quelques images rapides. On est en bordure du quartier. Une zone de recasement totalement libre, totalement plate. Un plan qui est un plan ancien, puisque nous avons montré le plan le plus récent, mais on voit qu'on passe par diverses phases. Le plan n'arrive pas en un coup, mais c'est l'objet de nombreuses négociations et discussions. Et ensuite, une fois que l'on a défini le plan, que l'on a défini ce qu'on allait faire, on va ensuite commencer
la restructuration, par l'ouverture des voiries. Chaque personne se trouvant sur la voirie devra se déplacer et aller dans la zone dite de recasement. Préalablement à ça, il faut faire le recensement de l'ensemble des ménages qui sont dans le quartier avant même de pouvoir les déplacer. Ça paraît logique, pour déplacer les gens, il faut savoir qui ils sont préalablement.